Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau qui va nous parler de ce qui s'est passé au Venezuela par rapport à Trump et lui voit plutôt une catastrophe mondiale. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo, vous le savez, c'est extrêmement important pour le référencement non seulement de la vidéo et de la chaîne. Je vous en remercie d'avance, on l'écoute et on en parle juste après. Un tweet, qui est pourtant quelqu'un qui était favorable à Trump, il a publié un tweet, je l'ai vu, où il dit « En fait, il n'y a eu aucun plan pour le Venezuela ». Donc il dit, c'est un haut gradé de l'armée américaine, qui suit très bien les questions politiques, et bien il dit ce que je disais moi, c'était hier, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a eu aucun, c'est-à-dire je tire d'abord et je réfléchis ensuite. Et puis c'est pas tout. Parce que il est évident que les Vénézuéliens ne vont pas vouloir être dépossédés de leur pétrole. Donc il va bien y avoir de la résistance passive, à minima. Alors, si les gens refusent d'obéir aux ordres, aux injonctions qui sont données par les Américains vont faire quoi? Ils vont envoyer une armée d'occupation? Ben, bonjour. Si les Américains envoient une armée d'occupation sur le terrain, vous savez que c'est toujours le talon d'Achille des Américains. Hein. Depuis l'affaire du Vietnam, les Américains ne veulent plus envoyer d'armée au sol. Ils sont champions pour bombarder un pays à 10 000 mètres d'altitude. Ils l'ont fait en Irak, par exemple. Allez, 1 million de morts, tout ça, c'est bon. Mais s'il s'agit d'envoyer des boys, comme ils disent, sur le terrain, pour tomber dans des traquenards, non, il y a un réel risque de bourbier et d'enlisement. Et puis, c'est pas tout. Parce que figurez-vous que dans ce blocus général, il y a quand même un pays qui soutenait à bout de bras le Venezuela de Maduro. C'était moins la Russie. La Russie soutenait Maduro, mais moins la Russie, c'était surtout la Chine. La Chine qui entretenait, je l'ai dit, d'ailleurs le jour même où Maduro s'est fait enlever, quelques heures auparavant, il recevait une délégation venue de Pékin. Ce qui est une gifle à l'égard du régime de Pékin, que les dirigeants chinois ne peuvent pas apprécier. Ça, si vous giflez un dirigeant chinois, et c'est comme un éléphant, hein, 50 ans après, il se le rappelle. Mais on apprend ces jours-ci, quand on fait tous les comptes, que la Chine achetait beaucoup de pétrole au Venezuela et avait accordé un prêt au Venezuela. Plus de la moitié des prêts que la Chine a accordés à l'ensemble de l'Amérique latine, c'était sur le Venezuela, pour 62 milliards de dollars. Alors qui va payer ce prêt? Qui va rembourser ce prêt? Est-ce que les Américains vont donner leur accord pour que, en échange de ce prêt, le Venezuela continue à livrer du pétrole à la Chine? On a cru comprendre que c'était justement l'un des objectifs de faire le contraire, de priver la Chine de son accès au pétrole. Mais qui va payer? Les Américains vont dire aux Chinois « Allez vous faire voir avec vos 62 milliards de dollars ?» Enfin, c'est n'importe quoi. Il faudrait rappeler aux Américains que les Chinois détiennent une bombe atomique sur le système financier mondial et sur les États-Unis. Ils sont les plus gros détenteurs de dollars au monde. Ils ont, je ne sais plus combien c'est, mais ça doit être de plus de 1000 milliards de dollars de créances sur les États-Unis. Il a pensé, Trump et son équipe, ils ont pensé qu'est-ce qui va se passer avec la Chine. La Chine, comment elle va vouloir être mystère et boule de gomme. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On voit bien que c'est une espèce de happening. Voilà. Le régime continue. On ne sait pas. On ne sait pas. Un dernier mot, c'est que vous l'avez vu, Trump. On a l'impression que ça lui a monté à la tête. Et donc il a dit que maintenant il allait s'occuper de Cuba, du Panama, du Groenland, de l'Iran. Donc ça commence à devenir un petit peu préoccupant. Quand je dis un petit peu, c'est une façon de parler. Ça devient extrêmement préoccupant. C'est extrêmement préoccupant parce que qu'est-ce que cherche Trump? Moi, je me perds en conjecture. Il y a une première hypothèse, c'est que, comme le posait la question, est-ce qu'il aurait été repris en main par l'État profond? Il est vrai que la présence du directeur de la CIA lors de l'opération de kidnapping, d'enlèvement de Maduro
ça a été organisé par l'armée américaine, les commandos Delta et la CIA. Donc, ça donne l'impression que la CIA et son directeur, récemment nommé, seraient revenus en grâce. En revanche, on n'a pas vu Tulsi Gabbard, qui est une proche de Trump et qui, justement, est en délicatesse avec ses propres services de renseignement. Donc, est-ce que c'est Trump qui a été pris en main par les services de renseignement ? Deuxième hypothèse, est-ce qu'il y aurait derrière tout ça un billard à plusieurs bandes ? Ça a été beaucoup évoqué par certains analystes, et qui est que, en mettant la main sur le pétrole du Venezuela, les Américains s'assurent d'approvisionnement en pétrole au cas où il y aurait une crise mondiale majeure sur cet approvisionnement en pétrole. Et donc beaucoup d'observateurs ont regardé vers l'Iran, puisque le régime de Netanyahou en Israël n'a pas fait mystère. Il l'a d'ailleurs annoncé à plusieurs reprises qu'il voulait aller frapper de nouveau l'Iran. Et donc, si d'aventure il y avait un conflit énorme en Iran, alors là, l'économie mondiale risque d'être à plat, et surtout, on risque d'avoir l'étranglement des supertankers dans le détroit d'Ormuz, qui évacuent le pétrole venu de l'Iran, venu de l'Irak, venu du Koweït, venu de Bahreïn, du Qatar, enfin Qatar c'est du gaz, etc., et qui transitent par le fameux détroit d'Ormuz, entre l'Iran et la pointe nord des Émirats arabes unis. Et donc certains disent les États-Unis survivront à une crise pétrolière majeure parce qu'ils auront mis la main là-dessus. Et à cet égard, certains font observer, ce qui est tout à fait exact, que Trump a reçu la veille de son opération, lorsqu'il a déclenché l'opération, il a reçu la veille ou l'avant-veille Netanyahou en personne, le Premier ministre israélien, à Mar-a-Lago. Donc certains disent qu'en fait, c'est sur demande israélienne et qu'il y a une espèce de connivence entre Trump et Netanyahou pour intervenir en Iran, laisser bombarder l'Iran et donc s'assurer que les Américains continueront à avoir du pétrole. Nous, là-dedans, l'Europe, on est vraiment KO, on est vraiment les dindons de toutes ces farces. Voilà. Ce qui tend à accréditer aussi cette affaire, c'est l'affaire des émeutes sporadiques qu'il y a en Iran actuellement. Et qui sont, comme on l'a déjà vu dans de nombreux lieux, qui sont certainement fomentées en sous-main par les services américains, voire le Mossad, qui est assez présent en Iran. Alors certains vont dire oui, mais la situation est mauvaise en Iran, c'est tout à fait exact, mais enfin, là aussi, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que l'Iran fait l'objet de sanctions quand même considérables. Donc les sanctions, elles ont pour but, que ce soit en Iran, que ce soit au Venezuela, que ce soit à Cuba, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Russie, etc., les sanctions, elles ont toujours pour but de mettre un État à plat et de rendre les dirigeants impopulaires vis-à-vis de leur propre pays. Donc faut pas s'en étonner. Ça n'a pas marché du tout avec la Russie, mais pas du tout. En revanche, ça a quand même un peu fonctionné avec le Venezuela. Ça n'a pas marché non plus avec la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord est tenue comme ça. Mais ça, en revanche, ça a quand même marché au Venezuela, où la popularité de Maduro a quand même énormément baissé, et du régime. Mais elle est en train probablement de remonter avec l'opération américaine. Et c'est pareil en Iran. En Iran, c'est exactement le même scénario qu'au Venezuela. C'est-à-dire que les gens protestent contre l'inflation, la vie chère, etc. Mais si d'aventure il y avait une opération conjointe américano-israélienne en Iran, il se passerait d'un seul coup, comme on l'a constaté lors de la guerre des 12 jours récemment, on constaterait qu'une union de la population derrière les mollahs. Comme là, il risque d'y avoir une union de la population derrière le régime chaviste, d'une partie de la population. Je comprends totalement l'avis de François Asselineau qui est un petit peu perdu avec justement les actions et les prises de parole de Trump récemment. Ça, je peux le comprendre parce qu'on s'attendait tous, enfin en tout cas tous, à un Trump qui allait rompre quelque part avec ce qui a été l'impérialisme et donc l'histoire américaine, parce que finalement, ça n'a été que ça. Et Trump, vient de démontrer qu'il n'allait pas rompre avec l'impérialisme. D'ailleurs, dans une interview qu'il vient de donner dans un média américain, il le dit. Il dit qu'il va revenir à un impérialisme et à un impérialisme à la Trump. C'est lui-même qui le dit. Donc,
il ne va pas rompre avec tout ce que l'on pensait. Et c'est vrai que dans toutes les prédictions depuis le départ et tout ce qui a été dit sur Trump, on peut clairement le dire, quasiment tout le monde s'est trompé sur cet homme, parce qu'on oublie une chose, c'est un Américain, c'est un pur produit de l'Amérique avec tout ce que cela comporte. Et cela ne comporte pas que du bien. L'Amérique, c'est un pays vorace, c'est un pays qui ne se préoccupe pas des autres, qui s'accapare ce dont elle a besoin pour sa puissance et pour sa population. C'est pour ça que quand François Asselineau dit il a été sûrement repris en main, lui il parle des services secrets, moi je pense que Donald Trump n'avait pas forcément besoin d'être repris en main. Les États-Unis ont le même mot que les autres pays occidentaux, c'est-à-dire que nous avons délaissé l'industrie. Le seul problème, c'est que pour relancer une industrie, ça ne se fait pas seulement en le décrétant. Il vous faut notamment de l'énergie abondante et pas chère. Donc quand on parle de Venezuela, par exemple, ou du Groenland, eh bien là, on vise essentiellement l'énergie. Non seulement vous avez tout ce qu'on appelle les terres rares, ce que vous avez besoin pour les puces électroniques, pour les batteries, pour les véhicules électriques, etc., etc., tout ce que vous retrouvez dans vos appareils électroniques. Dans ce secteur-là, la Chine, qui détient 70% des réserves, mais qui en plus d'un point de vue technologique, a pris beaucoup d'avance sur les États-Unis, et Trump le sait, il a besoin de rattraper ce retard. Donc il lui faut mettre la main mise sur ses ressources. On sait que le Groenland regorge de pétrole et d'autres ressources, sauf que le Groenland n'a jamais été exploité comme il le fallait. Et ça, les États-Unis le savent extrêmement bien. En fait, le premier maillon de la chaîne, ce fut ces fameux frais de douane. Second maillon, il me faut une énergie pas chère. Après, à savoir s'ils vont répéter les mêmes erreurs au Venezuela que les erreurs qu'ils ont pu faire dans d'autres pays, je pense pas que Trump va refaire les mêmes erreurs, et je suis totalement d'accord avec François Asselineau, s'ils envoient des troupes au sol, ça va mal se passer. Ensuite, sur l'argent que la Chine doit récupérer, parce que la Chine a investi énormément dans ce pays-là, je ne pense pas que Trump ne va pas leur rendre leur argent. Ça fait partie de la négo. Trump, c'est un homme d'affaires, donc pour lui, tout est question de rapport de force. Et il lui faut un rapport de force avec la Chine. Donc là encore, je pense que c'est un moyen pour lui de négocier avec la Chine. Tout comme la prise des 2 cargos russes, c'est également un moyen pour lui de négocier avec la Russie, parce qu'on voit qu'il a quand même du mal à négocier cette paix avec la Russie, que la Russie est en position de force, donc il faut l'affaiblir sur certaines positions pour pouvoir l'asseoir à nouveau à la table des négociations et obtenir cette paix. Trump en a besoin d'un point de vue de l'image pour sa propre population, mais surtout pour se concentrer sur la partie économique, ce qui lui importe le plus. Et bien sûr, je serai d'accord avec François Asselineau, mais moi je l'ai déjà dit en vidéo, nous, l'Europe, les pays européens, on va prendre extrêmement cher. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost, et je remercie bien sûr François Asselineau et l'UPR TV. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.